Merci beaucoup, chers amis. Bien des choses ont été dites ce matin à propos du diagnostic auquel nous sommes confrontés. Je crois néanmoins que pour répondre à la question comment se réapproprier notre identité, il faut d'abord revenir sur ce qu'il est, ce diagnostic, et le regarder en face. Le mot nihilisme a été prononcé à 3 reprises, je crois. Ce matin, avec raison, Javier Portela l'a défini, le nihilisme, comme étant la perte des repères et des valeurs. On peut le définir également, parce que nous avons de grands prédécesseurs, bien sûr, avec Nietzsche, avec Hölderlin, avec Heidegger. On peut définir ce nihilisme comme la mort, l'une des manifestations possibles de la mort de Dieu. La mort de Dieu n'étant une bonne nouvelle que pour les messieurs Homais qui, en ce moment, règnent, mais qui, au fond, ne l'est pas du tout. Elle peut ce nihilisme peut se définir également, avec Hölderlin, comme étant une manifestation, non pas tant de la mort des dieux que de la volte des dieux, c'est-à-dire du détour des dieux, du fait que les dieux se soient détournés de nous, et donc que notre emprise ou que notre prise sur l'être soit devenue beaucoup plus obscure, beaucoup plus sombre, au minimum beaucoup plus problématique. Donc nous devons regarder cela en face. C'est une certaine façon, une manière de regarder le néant, de regarder le vide, non pas au sens des traditions extrême-orientales, mais au sens occidental, au sens de la métaphysique occidentale. Ce qui ne va pas de soi, c'est une vision d'horreur, à certains égards, le nihilisme, et sa traduction politique est elle-même une vision d'horreur. Néanmoins, deuxième temps, me semble-t-il, dans la question toujours de la réappropriation de notre identité, néanmoins, ce spectacle nihiliste doit être regardé aussi, paradoxalement, comme une chance. C'est-à-dire que cette volte des dieux peut être regardée comme la modalité présente, enfin leur absence peut être regardée comme la modalité contemporaine de leur présence. Autrement dit, cette absence n'est pas un simple néant, c'est simplement un détournement qui nous invite, le cas échéant, et c'est ce que nous faisons, à regarder en face, là encore, ce qu'est notre destin, et à le regarder indépendamment de toutes les illusions humanistes ou pseudo-humanistes. Ce n'est pas du tout une question d'humanisme, c'est une question profonde, une question de type métaphysique ou métaphysico-théologique. Donc, regardons, saisissons ce moment nihiliste comme une chance dès lors que l'on garde à l'esprit qu'il s'agit simplement d'un détournement, d'une absence, et d'une absence considérée comme une modalité possible de la présence. Donc saisissons-nous de cette absence-là, pour la retourner précisément, pour tourner la malédiction du nihilisme en bénédiction. Ça, c'est le deuxième point, la deuxième condition, à mon avis, d'un point de vue philosophique, pour essayer de percevoir à quel point le nihilisme peut lui-même être une chance, et une chance de renouer avec notre destin, bien entendu. Troisième point, se réapproprier notre identité, l'Institut Iliade le sait comment le faire et le sait parfaitement, je n'insisterai pas de ce point de vue-là, c'est le combat bien entendu métapolitique, c'est le combat culturel qui est mené de façon tout à fait efficace à la place où il doit être mené, et c'est ce combat que nous menons aujourd'hui et qui est régulièrement mené. J'insisterai en revanche sur un autre point qui me paraît essentiel dans cette réappropriation de notre identité, c'est la question de la mémoire. Non pas la mémoire perçue en un sens muséal ou en un sens folklorique. Folklorique, c'est un mot qui peut être perçu de manière très positive, mais qui est souvent de manière négative, donc je le laisse de côté. Mais une mémoire vive. C'est-à-dire que l'enjeu qui se noue, me semble-t-il, autour de la mémoire, c'est celui du meilleur antidote à l'oubli. C'est en quelque sorte, pour résumer ceci d'une formule, c'est l'anamnèse, la mémoire, donc, contre l'amnésie, contre l'hypnose, contre le somnambulisme, contre le spectacle, c'est-à-dire, pour le coup, contre le nihilisme que nous expérimentons, que nous vivons et auquel nous nous confrontons. Cette mémoire-là, il me semble qu'elle est vive, qu'elle est active, qu'elle est vivante, dès lors qu'elle incarne ou qu'elle remémore une présence. Elle peut remémorer une présence à travers un certain nombre de rites, mais elle peut remémorer une présence aussi à travers ce que la parole peut avoir de performatif. D'où l'importance d'un discours qui ne serait pas du semblant, comme dirait l'autre, mais d'un discours vrai, qui s'incarne par exemple dans le poème ou dans la musique, qui s'incarne dans ce que Pierre Boutan, vous avez parlé de Pierre Boutan, très aimablement, appelait la vox cordis, après les scolastiques. La vox cordis, c'est la voix du cœur. La mémoire, donc l'anamnèse, véritablement, c'est la mémoire de la voix du cœur, celle dont nous avons peut-être oublié
l'écoute, mais qui est néanmoins présente en nous et qui se manifeste donc dans le poème en particulier. Et je pense à l'anthologie de la poésie européenne qui a été publiée par l'Institut Iliade et les éditions Pierre-Guillaume de Roux, dirigée par Thibaut Cassel, et à ce très beau moment de la récitation du poème de Vigny, La mort du loup, où nous avons eu affaire, je crois, c'est un exemple parmi d'autres, à une véritable incarnation de la présence, contre l'absence précisément, de la présence dans ce qu'elle peut avoir de plus physique, de plus charnel et de plus spirituel à la fois. On dirait même de la réelle présence dans tous les sens du terme. Donc la mémoire, l'anamnèse contre le somnambulisme, l'oubli, le spectacle et l'hypnose. La mémoire, c'est aussi, dans un autre registre, je songe à Pascal, bien sûr, c'est aussi le mémorial. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, pour se réapproprier notre identité, à coudre au revers de nos vêtements un mémorial ou des mémoriaux dans lesquels serait inscrit précisément cette vox cordis. C'est ce qu'a fait Pascal, c'est ce que font les poètes, c'est ce que font aussi les musiciens, c'est ce que font les artistes. Ce matin, on a parlé de la beauté, je crois que c'est Javier Portela, à nouveau, qui a parlé de la beauté comme une issue. Dominique Venner en a parlé également avant lui, et je crois que dans cette mémoire de la beauté, et dans cette mémoire actualisée de la beauté, il y a une réponse extrêmement forte au nihilisme. Autre point qui me paraît devoir être développé dans cette réappropriation de notre identité, de notre être au fond, puisque les deux mots, je crois, en tout cas très largement se recoupent, c'est un travail de concrétisation ou d'incarnation. Ce matin, Thibaut Mercier a évoqué avec juste raison tout ce que... Enfin, il a dit, je crois d'ailleurs, qu'il fallait sortir du droit. Et il a bien entendu tout à fait raison, il faut sortir du droit, c'est-à-dire très largement des abstractions juridiques et d'une vision abstraite du monde et de l'universalisme abstrait qui est un des fers de lance du nihilisme contemporain, singulièrement en France d'ailleurs, puisque l'universalisme abstrait, c'est un lapsus révélateur, l'universalisme abstrait est la philosophie officielle de la République française, et qu'elle est donc comme telle, cette philosophie, et cet universalisme-là, ou cet universel-là, porteur de néant, porteur de négation. Il faut sortir donc de cet universel abstrait. Et pour ceci, il faut trouver à s'incarner, il faut faire un mouvement inverse, un mouvement de retour vers la chair, vers le concret. C'est Jean Val qui avait publié il y a quelques décennies un ouvrage intitulé « Vers le concret », en opposition à toutes les philosophies idéalistes, hegéliennes singulièrement. C'est aussi Gustave Thibon qui avait publié un livre intitulé « Retour au réel ». Et ce retour au réel, me semble-t-il, passe par... la prise de conscience de ce que nous sommes, nous autres, en tant que Français, en tant qu'Alsaciens, Basques, Bretons, Occitans, Bourguignons, Provençaux, peu importe, c'est-à-dire passe par un retour au pays, non pas à la nation au sens jacobin républicain, mais au pays au pluriel, au pays qui compose la France, au pays qui compose l'Europe, autre manière de le dire, aux petites patries avec Mistral, ou bien aux patries charnelles avec Saint-Loup. C'est ce mouvement-là de réincarnation, de réappropriation de soi, y compris d'ailleurs réappropriation linguistique de ce que nous sommes, qui nous permettra, je crois, de résister à cette vague de novlangues et à cette espèce de sabir ou d'espéranto anglicisant mondial et mondialiste qui est voué, qui est une des formes de la barbarie. Vous savez que la barbarie, pour les Grecs, le barbare, c'est celui qui ne parle pas grec, c'est celui qui fait littéralement des borborigmes. Eh bien, si nous ne voulons pas faire de borborigmes, si nous voulons nous situer véritablement en vérité, dans un rapport de vérité avec notre propre langue ou avec nos langues, eh bien, ces langues-là, je crois, doivent être aussi réappropriées. C'est d'ailleurs, ça a été une petite incise, une petite parenthèse personnelle, mais ça a été pour moi une source vraiment d'émerveillement lorsque je me suis rendu compte, c'est assez absurde, mais je m'en suis rendu compte simplement à l'âge de 20-25 ans, que mes 4 grands-parents, la langue maternelle de mes 4 grands-parents, parce que je me permets d'en parler, puisque ce matin il était question des origines européennes de nos amis, la langue maternelle de mes 4 grands-parents, c'est l'occitan, c'est-à-dire qu'ils ont appris la langue française à l'âge de 6 ans. Eh bien, et vous l'entendez d'ailleurs encore, la musique, hein, si vous m'écoutez, vous entendez cette musique qui demeure. Max Rouquette disait que les Francimans, les Français du Nord, nous avaient pris nos paroles, mais qui n'avaient pas pris notre musique. Donc en un sens, cette musique se fait encore entendre. Mais je crois que cette réalité généalogique-là
est aussi très importante. Elle signe ni plus ni moins qu'une forme d'enracinement, bien entendu, mais qu'elle est valable pour chacun d'entre nous, d'où que l'on soit, en Europe évidemment, quelles que soient nos langues originelles, mais cette réappropriation me paraît un mouvement absolument essentiel. C'est aussi un retour, au fond, à ce que Charles Maurras appelait le pays réel. Retour au réel de Thibon, retour au concret dont parlait Jean Val, c'est aussi un retour au réel. Et ce retour au réel, et au pays réel, aussi au pays réel, ou aux langues, y compris la langue française, pourquoi pas, dès lors qu'on l'approfondit, c'est aussi une façon de résister à la barbarie ou à un certain nombre de ces manifestations. Et puis, enfin, il me semble que l'un des moyens de se réapproprier notre identité, c'est d'avoir à la fois une conscience très forte de ce que nous sommes d'un point de vue individuel et d'un point de vue communautaire. Pas au sens du communautarisme ambiant, qui est en général un mot, un cache-sexe, enfin, ou un euphémisme qui vise à désigner des réalités bien concrètes, bien entendu, mais au sens de ce que la communauté peut avoir d'organique et non pas de contractuel. Je renvoie à ce que disait Thibaut Mercier à nouveau ce matin. Ce retour au réel, c'est aussi un retour à l'organicité, et pourquoi pas, disons le mot, à la race, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la lignée historique, à la lignée ethno-culturelle. Et cette organicité, c'est le moyen, je crois, le plus fort, enfin en tout cas un des moyens les plus efficaces pour faire pièce à tout ce que le monde moderne a de mécanique. C'est l'opposition canonique entre l'organique et le mécanique, mais qui se vérifie, qui est toujours, me semble-t-il, extrêmement pertinente. J'évoquais l'individu et la communauté. Il me semble qu'on peut, là aussi, le nom d'Evola a été signé, Evola qui est un des penseurs chers à mon cœur, Evola se définissait lui-même et disait travailler lui-même pour les hommes différenciés. Eh bien, il me semble que dès lors que nous sommes dans une époque d'individualisme de masse, c'est-à-dire d'indifférenciation, d'espéranto ou de borborigme généralisé, nous devons travailler, chacun d'entre nous, et sur un mode communautaire, à être des hommes différenciés, selon nos idiosyncrasies, selon notre propre histoire, notre propre manière de faire, de penser et d'agir. Certains se sentiront avec Jünger rebelles, ou avec Dominique Vénère. Certains se sentiront avec Jünger plutôt du côté de la figure de l'anarque. Quoi qu'il en soit, il me semble que nous devons garder à l'esprit cette nécessité d'être parfaitement cohérent, c'est ça l'identité, de coïncider avec notre être propre et avec ce qui nous constitue de manière la plus charnelle, organique et en même temps spirituelle. Les deux ne sont pas contradictoires, parce que la chair, je crois avec Peggy que la chair est spirituelle, comme je crois que le temporel est éternel et vice-versa. Je crois qu'il y a une intrication. Et il me semble que c'est à ce carrefour, à ce nouage-là que nous devons parvenir, individuellement et collectivement, pour faire pièce de la manière la plus radicale, la plus profonde qui soit au nihilisme contemporain, pour faire retour à mon introduction. Et c'est ainsi, et là encore je terminerai pour le coup comme Philippe Conrad, c'est une formule que l'on a entendue, c'est une vieille formule, hein, redevenons qui nous sommes, ou devenons qui nous sommes, deviens qui tu es, nous dit Nietzsche. Et quand Nietzsche dit cela, il se souvient de Pindare, hein, parce que la formule est de Pindare, le grand poète grec bien sûr. Eh bien, c'est à ce prix, je crois, c'est à ce prix d'une recollection, d'un recueillement en nous-mêmes qui se ferait en vérité, qui se ferait en sachant que c'est un parcours qui n'a rien à voir, dont nous n'avons pas l'initiative, hein, ça n'a rien à voir, je le répète, avec je ne sais quel humanisme ou quel volontarisme qui serait trop mécanique pour le coup, mais ça a à voir essentiellement avec l'écoute, y compris l'écoute donc de cette volte des dieux, de ce regard, de cette absence, et la prise en compte donc de notre destin. Et dans cette dialectique-là, de l'absence et de notre présence, et de notre manière de répondre à cette absence, c'est à ce prix-là, je crois, que l'on se réconciliera véritablement avec ce que nous sommes, et que nous ferons coïncider en vérité notre être et notre identité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rémi Soulier, pour cette aide, ces armes.